Je vais vous dire quelque chose ce soir que la plupart des médecins n'ont pas le temps de vous dire en consultation. Quelque chose que j'aurais dû dire bien plus tôt à Geneviève, une patiente de 68 ans qui est venue me voir il y a 2 ans avec son mari. Elle oubliait des mots en plein milieu d'une phrase. Elle perdait ses clés 3 fois par semaine. Elle avait arrêté de conduire parce qu'elle avait peur de se perdre sur des routes qu'elle connaissait depuis 20 ans. Son médecin traitant avait prononcé les mots qu'elle redoutait le plus. Début de syndrome démentiel. Elle était venue me voir pour une deuxième opinion, et quand j'ai regardé son dossier, la première chose que j'ai faite, c'est lire la liste de ses médicaments. Et là, j'ai vu immédiatement le problème. Ce n'était pas la démence, c'était son somnifère. Si vous avez plus de 60 ans et que vous prenez un médicament de façon régulière, ce que je vais vous montrer dans les 20 prochaines minutes vous concerne directement. Parce que parmi les 7 médicaments que je vais citer, il y en a peut-être un dans votre armoire à pharmacie ce soir. Et la question n'est pas de vous faire peur. La question est de vous donner une information que vous avez le droit d'avoir pour en parler avec votre médecin en connaissance de cause. Commençons par comprendre pourquoi ce problème touche plus fortement les personnes de plus de 60 ans. Dans votre cerveau, il existe un neurotransmetteur qui joue un rôle central dans la mémoire, la concentration et l'apprentissage. Il s'appelle l'acétylcholine. C'est le messager chimique que vos neurones utilisent pour se parler entre eux dans les zones de mémorisation, en particulier dans l'hippocampe, cette structure en forme de cheval de mer enfouie au centre de votre cerveau qui est le siège de la mémoire à long terme. Après 60 ans, la production naturelle d'acétylcholine commence à diminuer. C'est un processus normal du vieillissement cérébral. Chez une personne de 65 ans, la capacité de synthèse de ce neurotransmetteur est déjà réduite d'environ 25 à 30% par rapport à ce qu'elle était à 40 ans. Ce n'est pas dramatique en soi parce que le cerveau dispose de mécanismes de compensation. Le problème survient quand vous prenez un médicament qui bloque ou réduit encore davantage l'action de l'acétylcholine. Ces médicaments existent, ils appartiennent à plusieurs familles thérapeutiques très différentes et certains d'entre eux sont vendus sans ordonnance. On les appelle les médicaments à effet anticholinergique et sur un cerveau de 30 ans, leur effet cognitif est modéré et souvent réversible rapidement. Sur un cerveau de 65 ans dont la réserve d'acétylcholine est déjà réduite, le même médicament peut produire des effets qui ressemblent à une démence débutante. C'est exactement ce qui s'était passé avec Geneviève. Le premier médicament de cette liste, et le plus fréquemment responsable de ce que j'appelle une démence médicamenteuse, c'est une famille que vous connaissez probablement sous d'autres noms, les antihistaminiques de première génération utilisés comme aide au sommeil. En France, on les trouve sous des formes très courantes, le Phénergan, le Theralène, le Donormil et de nombreux somnifères en vente libre que vous pouvez acheter sans ordonnance. Ces molécules ont été conçues pour bloquer les récepteurs histaminiques, ce qui provoque la somnolence. Mais elles bloquent simultanément et massivement les récepteurs à l'acétylcholine dans le cerveau. Et c'est là que le problème commence. Robert avait 71 ans quand il a commencé à prendre un somnifère sans ordonnance acheté en pharmacie. Il dormait mal depuis la retraite, il avait un peu d'anxiété, son pharmacien lui avait suggéré ce produit en lui disant qu'il était doux et sans danger. Pendant les 6 premiers mois, il n'a rien remarqué de particulier. Au bout d'un an, sa femme a commencé à noter qu'il répétait les mêmes histoires 2 fois dans la même soirée. Au bout de 18 mois, il avait du mal à se souvenir de ce qu'il avait mangé à midi. Il a consulté un neurologue. Le scanner était normal. Le neurologue a regardé sa liste de médicaments et a immédiatement identifié le problème. 3 semaines après l'arrêt progressif du somnifère, sa femme m'a rappelé pour me dire qu'il allait nettement mieux. Pas une guérison totale, mais une amélioration très significative. Le signe à surveiller avec cette famille de médicaments, une confusion plus grande le matin que le soir, une bouche sèche chronique au réveil et une sensation de brouillard mental qui dure 2 à 3 heures après le lever. Le deuxième médicament, celui-là, vous le reconnaissez probablement. Ce sont les benzodiazépines, Lexomil, Temesta, Xanax, Valium, Stilnox. Ces molécules sont prescrites pour l'anxiété, les troubles du sommeil, les crises de panique. En France, environ 4 millions de personnes en prennent régulièrement et la proportion est nettement plus élevée après 60 ans. Le mécanisme est différent des antihistaminiques. Les benzodiazépines n'ont pas d'effet anticholinergique direct. Elles agissent sur les récepteurs GABA, qui sont des récepteurs inhibiteurs du cerveau. Elles ralentissent l'activité neuronale globale. À court terme, c'est l'effet recherché, réduction de l'anxiété, endormissement.
À long terme, chez les personnes de plus de 60 ans, plusieurs études de cohorte ont montré une association entre la prise prolongée de benzodiazépines et un risque significativement accru de développer une démence. Une étude publiée dans le British Medical Journal sur plus de 9000 patients a établi que ce risque augmentait de 43 à 51% selon la durée de la prise. Suzanne avait 64 ans. Elle prenait du Lexomil depuis 8 ans pour une anxiété chronique. Quand elle est venue me consulter, elle se plaignait de difficultés à trouver ses mots et d'une mémoire des noms propres qui lui faisaient défaut. Elle avait peur. Elle connaissait des membres de sa famille touchés par la maladie d'Alzheimer et elle pensait que c'était son tour. La discussion que j'ai eue avec elle et son médecin traitant pour envisager un sevrage progressif a duré plusieurs mois. Le sevrage lui-même a duré 6 mois. Mais 1 an après l'arrêt complet, ses troubles du langage avaient très nettement régressé. Le signe à surveiller, des difficultés à trouver les mots justes dans une conversation, une fatigue mentale en milieu de journée qui n'existait pas avant, et une impression de ne pas être totalement présent dans les conversations. Le 3e médicament est celui qui surprend le plus mes patients parce qu'il est prescrit pour un problème que beaucoup considèrent comme mineur et gênant mais pas dangereux. Les antispasmodiques vésicaux utilisés pour traiter l'incontinence urinaire ou les envies fréquentes d'uriner. Ces médicaments s'appellent notamment l'oxybutinine, le ditropan, la toltérodine. Ils agissent en bloquant les contractions involontaires de la vessie. Ils le font en bloquant des récepteurs muscariniques. Et ces récepteurs muscariniques sont exactement les mêmes que ceux de l'acétylcholine dans le cerveau. 4 millions de Français en prennent chaque soir. Ce sont des médicaments à effet anticholinergique central très puissants. Une étude publiée dans JAMA Internal Medicine a classé l'oxybutinine parmi les médicaments à risque anticholinergique le plus élevé sur l'échelle utilisée par les gériatres pour évaluer ce risque. André avait 69 ans. Il prenait de l'oxybutinine depuis 2 ans pour des problèmes d'urgence mictionnelle nocturne, ce qui l'empêchait de dormir correctement. Son urologue lui avait prescrit ce médicament comme solution de première intention. 6 mois plus tard, sa femme avait remarqué qu'il devenait confus en fin de journée, qu'il se levait la nuit et ne savait plus très bien où il était dans la maison. Quand j'ai vu son dossier, j'ai immédiatement reconnu le tableau clinique. Nous avons travaillé avec son urologue pour passer à une alternative avec un profil anticholinergique nettement plus faible. La confusion nocturne a disparu en moins d'1 mois. Avant de vous citer les médicaments 4 et 5, je dois vous parler de quelque chose d'important. Parce que l'une des grandes difficultés avec ce type d'effet secondaire, c'est qu'il est très facile de le confondre avec le vieillissement normal. Tout le monde oublie des choses après 60 ans. Tout le monde a des moments de fatigue mentale. Alors comment savoir si ce que vous ressentez est un effet médicamenteux et non simplement votre âge ? Il existe 4 signes qui orientent fortement vers une cause médicamenteuse plutôt que vers une démence vraie. Le premier signe est la temporalité. Si vos troubles de mémoire ont commencé ou se sont nettement aggravés dans les semaines ou les mois qui ont suivi l'introduction d'un nouveau médicament, cette coïncidence temporelle est un signal fort. Le deuxième signe est la variabilité dans la journée. Dans la démence vraie, les troubles sont relativement constants. Dans la démence médicamenteuse, il y a souvent des fluctuations importantes. Vous êtes nettement moins bien le matin au réveil ou en fin de journée, et vous avez des périodes de la journée où vous vous sentez plus alerte. Ce pattern de fluctuation est très caractéristique. Le troisième signe est le type de mémoire touchée. Les effets anticholinergiques touchent préférentiellement la mémoire de travail et la mémoire verbale. Trouver les mots, se souvenir d'une liste, retenir un numéro de téléphone. La mémoire des événements émotionnellement importants et la mémoire procédurale sont beaucoup moins touchées. Le quatrième signe est la réponse à l'arrêt. Dans la démence médicamenteuse, une amélioration au moins partielle est observée dans les semaines qui suivent l'arrêt du médicament en cause. Cette amélioration ne se produit pas dans la démence vraie. Si vous reconnaissez un ou plusieurs de ces signes, c'est une information à communiquer à votre médecin, pas une décision à prendre seule. Ne modifiez jamais votre traitement sans en parler d'abord avec lui. Le quatrième médicament est celui que je cite avec le plus de prudence parce qu'il est extrêmement répandu et que pour beaucoup de personnes, il est absolument nécessaire. Il s'agit des inhibiteurs de la pompe à protons, plus connus sous les noms d'oméprazole, de pantoprazole, d'ésoméprazole. Ces médicaments sont prescrits pour les reflux gastriques, les ulcères et la protection de l'estomac lors de la prise d'anti-inflammatoires. Le lien avec la mémoire est indirect mais documenté. Ces médicaments réduisent significativement l'absorption de la vitamine B12 quand ils sont pris au long cours. Or, la vitamine B12 est indispensable à la synthèse de la myéline.
la gaine protectrice qui entoure vos neurones et à la synthèse de l'acétylcholine elle-même. Une carence en B12 chez une personne de plus de 60 ans qui prend un IPP depuis 3 ans ou plus peut produire des troubles cognitifs progressifs qui sont souvent attribués à l'âge. La solution dans ce cas n'est pas forcément d'arrêter l'IPP si vous en avez besoin, mais de surveiller régulièrement votre taux de B12 et de le supplémenter si nécessaire. Le 5e médicament, celui-là aussi surprend. Ce sont certains bêta-bloquants, en particulier les bêta-bloquants dits liposolubles, comme le propranolol et le métoprolol, qui traversent la barrière hémato-encéphalique et peuvent exercer des effets directs sur les fonctions cognitives chez certains patients. Cet effet n'est pas universel, et pour beaucoup de personnes, ces médicaments sont essentiels pour la santé cardiaque. Mais si vous prenez un de ces médicaments et que vous avez remarqué une fatigue mentale, une difficulté de concentration ou une certaine lenteur dans vos pensées depuis le début du traitement, c'est une information à partager avec votre cardiologue. Il existe des alternatives avec un profil cognitif différent. Le 6e médicament est une famille que l'on prescrit souvent après une fracture, une intervention chirurgicale ou pour des douleurs chroniques, les antidouleurs opioïdes faibles, notamment la codéine et le tramadol. Ces molécules traversent la barrière hémato-encéphalique et peuvent, chez les personnes de plus de 60 ans, provoquer une confusion, une sédation excessive et des troubles de la mémoire à court terme. La tolérance à ces médicaments est nettement réduite après 60 ans par rapport aux adultes jeunes et les doses habituelles peuvent produire des effets cognitifs significatifs. Le 7e médicament, les antidépresseurs tricycliques anciens, notamment l'amitriptyline, connue sous le nom de Laroxyl, et la clomipramine. Ces molécules ont un profil anticholinergique très marqué. Elles sont aujourd'hui moins prescrites pour la dépression depuis l'arrivée des antidépresseurs de nouvelle génération, mais elles sont encore utilisées pour certaines douleurs chroniques, certains troubles du sommeil et certaines formes d'anxiété. Si vous prenez un de ces médicaments, le rapport bénéfice-risque sur le plan cognitif mérite d'être discuté avec votre médecin, surtout si vous avez plus de 65 ans. Maintenant, la question que vous vous posez probablement depuis plusieurs minutes, si je prends un de ces médicaments depuis des années et que j'ai des troubles de mémoire, est-ce que c'est réversible? Est-ce que mon cerveau peut récupérer si j'arrête? La réponse honnête est, dans la majorité des cas, oui, au moins partiellement. Les études qui ont suivi des patients après l'arrêt des médicaments anticholinergiques montrent une amélioration cognitive mesurable dans 60 à 70% des cas. Le délai de récupération varie selon le médicament et la durée de la prise, en général entre 3 et 12 semaines pour que les premiers signes d'amélioration soient perceptibles. Mais je dois être clair sur 2 points essentiels. Premier point, ne modifiez jamais votre traitement seul. L'arrêt brutal d'une benzodiazépine peut provoquer des crises convulsives graves. L'arrêt d'un bêta-bloquant peut provoquer un rebond cardiaque dangereux. Tout changement de traitement doit être progressif et supervisé par votre médecin. Deuxième point, la récupération est partielle. Si un médicament a été pris pendant 5 ou 10 ans, une partie des modifications neurobiologiques peut être irréversible. C'est pourquoi l'information précoce est si importante. Plus tôt vous identifiez le problème et en parlez avec votre médecin, plus le potentiel de récupération est grand. Voici les 3 questions que je recommande à mes patients de poser à leur médecin lors de la prochaine consultation. Première question, ce médicament a-t-il un effet anticholinergique connu? Deuxième question, existe-t-il une alternative thérapeutique avec un profil cognitif plus favorable? Troisième question, si je dois continuer ce traitement, y a-t-il une surveillance biologique à mettre en place, notamment pour la vitamine B12? Ces 3 questions sont légitimes, elles sont dans votre intérêt, et tout médecin bien informé les accueillera positivement. Récapitulons ce que vous venez d'apprendre ce soir. 7 médicaments courants ont un impact documenté sur la mémoire et les fonctions cognitives après 60 ans. Les antihistaminiques de première génération utilisés comme somnifères, les benzodiazépines, les antispasmodiques vésico-anticholinergiques, les inhibiteurs de la pompe à protons au long cours, certains bêta-bloquants liposolubles, les antidouleurs opioïdes faibles et les antidépresseurs tricycliques anciens. 4 signes orientent vers une démence médicamenteuse plutôt que vers une démence vraie. La temporalité par rapport à l'introduction du médicament, la fluctuation dans la journée, le type de mémoire touché et l'amélioration partielle à l'arrêt. Dans 60 à 70% des cas, les troubles cognitifs médicamenteux sont au moins partiellement réversibles à l'arrêt progressif et supervisé du médicament en cause. Si cette information vous a été utile, cliquez sur le pouce en haut maintenant. C'est le seul geste qui permette à cette vidéo d'atteindre les personnes qui en ont besoin et qui ne savent pas encore qu'elles doivent l'avoir.
Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, le bouton rouge est juste sous cette vidéo. Et je vous mets en écran de fin la vidéo sur les signaux nocturnes que votre cœur vous envoie, parce que certains des médicaments dont je viens de parler ont également un impact cardiaque que vous devez connaître. À très vite.